Le premier atout, c'est bien entendu le fait qu'Israël soit devenu, en 74 ans, une superpuissance technologique. Vous savez que l'expression Israël superpuissance technologique, elle a pour auteur, en quelque sorte, quelqu'un qui s'y connaît en technologie de pointe. Il s'agit de Elon Musk. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse de géopolitique régionale hebdomadaire, Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, avec comme invité avec nous dans le studio Michel Gurfinkel. Bonjour Michel. Bonjour. Pour faire en fait le point en cette semaine du 74e anniversaire de la renaissance d'Israël, eh bien le point sur les atouts et les enjeux stratégiques de l'État hébreu qui se posent souvent comme autant de défis à relever par ce même État juif. Alors Michel, je rappelle aux auditeurs en guise de présentation que vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël, le monde juif et aussi la région du Moyen-Orient. À ce titre d'ailleurs, vous avez fait paraître, je donne quelques exemples, le roman d'Israël en 2008, Israël peut-il survivre en 2011, et le roman d'Odessa qui ressort en librairie compte tenu de l'actualité en Ukraine. Et puis, vous êtes aussi rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles, que vous avez dirigé en tant que rédacteur en chef pendant longtemps à Paris, et vous êtes membre aussi et chercheur, entre autres d'ailleurs, du think tank américain Middle East Forum. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on est dans la semaine de Yom Ha'atzmaut et au-delà des fluctuations, j'allais dire, assez troublées, confuses de l'actualité immédiate, en cette veille donc du 74e anniversaire de la renaissance d'Israël, malgré les ombres et les bruits de bottes et de violence qui projettent des menaces comme la menace iranienne ou la reprise constante et à grande échelle des violences arabo-musulmanes sur le mont du Temple, à Jérusalem, chez les Bédouins du Negev, dans la bande de Gaza. Dans cette situation géopolitique régionale, mais aussi globale, à l'échelle planétaire assez troublée, quels sont, même en style télégraphique, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup, quels sont selon vous aujourd'hui les principaux atouts de l'État d'Israël, si on devait faire un bilan de ces 7 décennies et demie qui viennent de se passer depuis la renaissance de l'État juif? Le premier atout, c'est bien entendu le fait qu'Israël soit devenu, en 74 ans, une superpuissance technologique. Vous savez que l'expression Israël superpuissance technologique, elle a pour auteur, en quelque sorte, quelqu'un qui s'y connaît en technologie de pointe. Il s'agit de Elon Musk, le célèbre entrepreneur américain d'origine sud-africaine, qui vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Il faut pouvoir le faire. Alors le second atout? Le second atout, et qui découle un peu du premier, c'est qu'Israël est une puissance militaire très importante. Cela se comprend de deux façons. D'une part, c'est un pays qui est d'une puissance militaire en tant que puissance combattante, en tant que capacité de combat, en tant que puissance de feu, mais également c'est un pays qui est absolument en pointe vers la guerre du futur. On dit couramment que la guerre du futur a 2 laboratoires actuellement, qui travaillent d'ailleurs ensemble de façon permanente depuis longtemps, c'est les États-Unis et Israël. Troisième atout? Troisième atout, Israël est un État, j'insiste sur le mot État, fonctionnel. C'est-à-dire, c'est un État où, en gros, le gouvernement est obéi, la police est capable de fonctionner, les institutions sont également des institutions stables, non contestées. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est lié au fonctionnement normal de la démocratie. Le grand avantage de la démocratie sur n'importe quel autre système, c'est que c'est un système qui, justement, fonctionne
mieux que d'autres. Lorsqu'il y a des erreurs dans une démocratie, elles peuvent être réparées, tandis que dans un système plus autoritaire ou plus totalitaire, les erreurs peuvent avoir des conséquences systémiques tout à fait dramatiques. Et on l'a bien vu en temps de crise, puisque avec 2 ans de pandémie de Corona, certains ont crié leur grand Dieu, si j'ose dire, que le pays ne fonctionnait plus, mais le fait est qu'il a fonctionné et l'État continue à fonctionner. Alors, quatrième atout que vous avez recensé. Quatrième atout, Israël est un pays qui a une très forte identité collective. L'identité collective, c'est un peu le Graal de la géopolitique, ou bien un État là, ou bien il ne l'a pas, ou bien un peuple là, ou bien il ne l'a pas. Quand il l'a, ça lui permet de faire face précisément à énormément de difficultés, ça lui permet d'improviser en cas de crise, ça lui permet de faire front face à des défis, et ça, Israël a cet atout, l'a eu depuis son indépendance et l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Le 5e atout, c'est la démographie. Alors, tout le monde sait que Israël, ça a été un miracle démographique, puisque aucun pays n'a connu une croissance aussi forte, aussi spectaculaire qu'Israël. C'est une croissance qui a été longtemps le fait de l'immigration, c'est-à-dire en gros de l'Aliyah, du retour du peuple juif dans son pays. Aujourd'hui, la forte démographie israélienne tient aussi à quelque chose de tout à fait étonnant, qui est le maintien d'une forte natalité dans l'ensemble de la société. Alors tout le monde sait qu'il y a certains secteurs de la société israélienne, la société juive par exemple, comme le milieu haredi, qui ont une démographie extrêmement forte, mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'un autre milieu, comme le milieu mainstream laïque israélien, a une démographie extrêmement solide, beaucoup plus forte que celle qu'on constate à conditions sociologiques et culturelles équivalentes dans la plupart des pays développés. Oui, ça a été répertorié dans les classements de l'OCDE, où le taux de natalité et de fécondité israélien arrive en tête. Voilà. Et il touche aussi bien les milieux, on va dire, laïques que les milieux religieux. Et une autre particularité, c'est que, à quelques exceptions près dont on peut parler éventuellement, comme le cas de la communauté bédouine du Negev, dans l'ensemble, la démographie globale juive actuellement est en train de dépasser la démographie de la minorité, de l'importante minorité arabe. Le 6e atout, c'est qu'Israël a développé un déploiement international tout à fait considérable. Global, en fait. Global, voilà, c'est ça. En anglais, on utilise l'expression global outreach. Israël est en relation, et souvent en relation de coopération, avec pratiquement tous les pays du monde, avec toutes les régions du monde, avec l'Amérique et l'Europe, bien entendu, mais aussi, nous le savons, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec les pays latino-américains, avec les pays africains, et aussi, de manière de plus en plus nette, avec ses voisins musulmans. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Non seulement Israël est accepté maintenant de manière réelle et concrète partout dans le monde, mais c'est un acteur très important du tissu international. Alors on arrive au 7e atout, c'est le processus de paix réussi. Le processus de paix. Alors le processus de paix, on a tellement parlé de processus de paix que finalement beaucoup de gens disaient ce processus de paix, ce sont des mots, ça ne signifie rien, ça ne signifie pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a un processus de paix réel entre Israël et les pays musulmans voisins avec lesquels il a malheureusement été longtemps en guerre. On peut dire de manière tranquille qu'aujourd'hui, après les accords d'Abraham, Israël est en paix avec la moitié du monde arabe et avec plus de la moitié de l'ensemble du monde musulman. Il y a toujours des poches de conflit, mais les poches de conflit sont de plus en plus des exceptions par rapport à une règle qui est non seulement la paix, mais aussi la coopération
une coopération de plus en plus intime et un rapprochement de plus en plus net. Alors tout cela fait que Israël, en 1974, il y a des atouts absolument spectaculaires. Il y a eu évidemment des réussites non moins spectaculaires. Alors cette success story, comme on a appelé en anglais de l'État d'Israël, incontestable à tous les niveaux que vous avez fort bien délimité. Lorsqu'on a préparé d'ailleurs notre entretien, l'idée était qu'on puisse non pas parler de lumière et d'ombre, mais je dirais d'atouts que vous venez d'énumérer, mais aussi de défis, c'est-à-dire de problèmes non résolus ou alors de dynamiques qu'il faut résoudre pour pouvoir transformer ces atouts en complète réussite. Alors justement, revenons si vous voulez sur les défis que vous avez recensés, des défis qui en fait répondent aux problèmes à résoudre pour chacun des succès et des atouts d'Israël. Alors reprenons le... Alors, Israël, superpuissance technologique, la contrepartie, c'est que la technologie ne reste jamais sur place. Ce n'est jamais un acquis. Il faut sans arrêt savoir la développer. Cela signifie, par exemple, et c'est un défi, qu'il faut sans cesse former des élites dans tous les secteurs de pointe de la technologie. Chaque jeune en Israël qui maîtrise les mathématiques ou qui maîtrise les langages informatiques, c'est un élément de cette situation de pointe de l'ensemble du pays. Deuxième point, la stratégie de dissuasion globale. De dissuasion globale d'Israël, là encore, rien n'est jamais acquis et il faut sans cesse faire face à de nouveaux défis. Lorsque Israël a à peu près répondu aux défis conventionnels qui étaient ceux des 3 premières grandes guerres qu'il a subies. Ensuite, il a été confronté au défi du terrorisme. Maintenant, il est confronté non seulement à des menaces telles que la menace nucléaire iranienne, mais aussi à des menaces beaucoup plus insidieuses, la menace de la cyberguerre, etc. Donc, il y a sur ce plan, effectivement, une nécessité d'adaptation permanente. Encore une fois, si nous jugeons de la situation en 2022, Israël est toujours en train de relever de manière extrêmement brillante ces défis. Mais chaque défi relevé suppose énormément de travail et d'énergie en amont et suppose ensuite énormément de vigilance en aval. Alors, en ce qui concerne la démocratie, l'État fonctionnel, quels sont les défis de ce chapitre ? Nous constatons que les pays qui, en gros, étaient qualifiés de démocratie occidentale et pays qui n'étaient pas tous, d'ailleurs, au départ des pays occidentaux. Il y a des pays non occidentaux qui sont devenus des pays occidentaux ayant adopté le mode de fonctionnement de l'État occidental, ayant adopté une forme de démocratie parmi d'autres. Donc, l'ensemble de ces pays, un très grand nombre de ces pays, et parmi ces pays les plus importants, semblent connaître une crise depuis une décennie certainement, certains diront depuis plus d'une décennie, 2 décennies, voire 3 décennies. C'est le cas de beaucoup de pays d'Europe, c'est le cas de la France. C'est le cas de la France qui passe par toutes sortes de hauts et de bas politiques actuellement. C'est le cas des États-Unis. On a quand même vu depuis quelques années une polarisation, une crise politique, une crise sociétale très grave aux États-Unis. En Israël, il peut y avoir un danger. Une dérive de ce type. Pour l'instant, l'État d'Israël et la démocratie israélienne ont l'air d'être plus résilientes que d'autres démocraties occidentales, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. On est vraiment dans une situation où les choses peuvent se dégrader très rapidement. Elles se dégradent, par exemple, lorsque le public cesse d'avoir confiance dans certaines institutions. Et on sait qu'en Israël, il y a eu
défiance du public vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la police, de la Knesset, vis-à-vis de la police, bien que ce soit un peu ambigu comme attitude. Il y a toutes sortes donc de points d'interrogation. Il faut espérer que l'État d'Israël sera en mesure de surmonter ces problèmes. La démocratie est une bonne chose. Malheureusement, la démocratie peut être en quelque sorte déviée. Une parodie de démocratie peut remplacer... Un excès de démocratie. Un excès ou une parodie de démocratie peut remplacer... Mais est-ce que ça ne mène pas justement à ce que certaines critiques qui ont été connotées par les médias face aux émeutes, notamment dans le Negev, c'est-à-dire des carences dans l'exercice de la souveraineté? Tout à fait. La question mérite d'être posée. Autant, encore une fois, il y a de bonnes choses à dire en faveur du système démocratique. J'ai expliqué la raison essentielle pour laquelle la démocratie peut être considérée comme supérieure aux autres systèmes. C'est simplement le fait qu'elle permet une multitude de corrections au cours politique habituel. Plus la prise de décision politique est à la fois décentralisée et consensuelle, ce qui est le cas d'une démocratie en principe, plus la possibilité de discuter de la situation politique à travers la liberté d'expression existe, plus on peut rapidement corriger un certain nombre d'erreurs. C'est le principal avantage de la démocratie sur les autres systèmes. Le problème, c'est qu'il y a une dérive qui consiste à confondre ce côté la qualité du processus démocratique, on confond cela avec l'application un petit peu schématique de principes de plus en plus abstraits, de plus en plus détachés de la réalité. De ce point de vue-là, effectivement, un excès de démocratie peut entraîner un collapsus, une implosion de la démocratie. Alors, autre défi par rapport aux atouts d'Israël, c'est la question démographique. Alors, la question démographique, dans le cadre d'une démographie particulièrement tonique, comme je l'ai indiqué, et j'ajouterais d'une démographie juive tonique, il y a tout de même un problème de concurrence entre un certain nombre de démographies. Le secteur de la population. De secteurs de la population qui toutes ont tendance à se développer, qui ne se développent pas nécessairement tout de même au même rythme, et qui, au fur et à mesure qu'ils se développent, finissent par émettre un certain nombre de revendications qui peuvent entrer en conflit avec l'excellence relative mais très réelle actuelle des institutions israéliennes. Nous avons mentionné le problème que je ne dirais pas qu'on ne l'a pas vu venir, mais on n'a pas osé le prendre à corps, le problème de la communauté bédouine du Negev, porté par une démographie exponentielle. Il y a deux démographies ultra fortes en Israël actuellement, c'est le milieu haredi et le milieu bédouin du Negev, avec toutes les différences évidemment entre ces deux milieux. Quand, dans le cas des bédouins du Negev, cela se conjugue avec disons, des habitudes sociétales qui sont absolument aux opposés de ce qui se pratique dans le reste de l'État d'Israël, il y a une difficulté tout à fait réelle. Alors maintenant, sixième, disons, problème à résoudre pour transformer le sixième atout, c'est-à-dire le déploiement global en réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine? Quels sont les défis? Alors sur ce plan, il y a un vrai défi, il y a une vraie question, c'est que Israël a été en mesure de tirer parti de manière brillante de ce qu'on a appelé la globalisation, c'est-à-dire du fait qu'à partir de 1989-91, l'ensemble du monde a constitué un espace d'échange et de communication relativement ouvert et relativement unifié. Israël a su tirer profit de cette situation. Aujourd'hui,
cet ordre international ouvert et globalisé est remis en question. Il est remis en question par les difficultés croissantes dans les relations avec la Chine, par ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide entre les Occidentaux et la Russie à propos de l'Ukraine, mais il est remis en cause aussi par le fait qu'il y a toutes sortes de pays, de puissances potentiellement très importantes ou, disons, potentiellement relativement importantes, qu'il s'agisse de l'Inde, très grande puissance potentielle, du Brésil, ou bien de puissances un peu moins importantes, mais tout de même non négligeables, comme l'Iran ou la Turquie. Donc on est aujourd'hui dans une situation beaucoup plus éclatée, et c'est quelque chose de très difficile à gérer pour Israël. Alors justement, ça amène tout de suite au dernier défi. Il nous reste 1 minute, c'est pour ça que je prends les devants, qui est par rapport donc à ce processus de paix qui est un grand atout avec les accords d'Abraham. Quels sont là les défis de l'heure pour, j'allais dire, faire que cet atout fonctionne à plein? Comment faire réussir encore plus l'ouverture de paix? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour des pays comme l'Iran et ses différents alliés ou satellites, le processus de paix actuel, les accords d'Abraham, la dynamique des accords d'Abraham, c'est un péril majeur. Intolérable. Parce que si les accords d'Abraham réussissent définitivement, ces pays seront définitivement marginalisés et leur propre opinion publique pourra peut-être se retourner contre les gouvernements actuellement au pouvoir. Et donc, on a affaire à une sorte, je dirais, de bras de fer en plus chronométré, parce que avec le danger iranien, c'est, si vous voulez, je le disais tout à l'heure, à la fois des bruits de bottes et des inquiétudes, mais en même temps, un pari pour que la menace iranienne, d'abord, soit contrée au plan militaire, mais qu'elle soit marginalisée, que ce pays va en guerre, et ce pays obscurantiste, au niveau de son régime en tout cas, puisse être mis hors jeu en tant qu'État voyou. C'est finalement l'enjeu. Évidemment, c'est un enjeu important, mais nous entrons aujourd'hui dans des situations et dans des problématiques très très difficiles. Michel Gurfinkel, merci beaucoup de ce, j'allais dire catalogue, mais qui est tout le contraire d'un catalogue fastidieux, cette analyse très pertinente que vous avez faite à la fois des atouts et des enjeux et des défis d'Israël. Yom Ha'atzmaut Sameach, et merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.